L'annonce de Donald Trump a été perçue comme une onde de choc parce que, bien évidemment, beaucoup de pays aux États-Unis envoient de l'argent chez eux. Ceci n'est pas le propre des Africains. Et je voudrais d'ailleurs qu'on fasse un petit focus sur le leader d'entre tous, l'Inde. Le premier pays qui envoie de l'argent chez eux de manière massive, c'est l'Inde. Je pense que vous n'avez juste pas idée à quel point. La diaspora indienne, tenez-vous tranquille, envoie tous les ans chez elle l'équivalent de 130 milliards de dollars. En tout cas, ce sont les chiffres de l'année dernière. Et ici, on parle bien évidemment de 130 milliards de dollars envoyés par les canaux officiels, quand on sait tous que généralement, les canaux officieux sont aussi des canaux par lesquels on envoie beaucoup d'argent. C'est quoi un canal officieux? Un canal officieux, c'est un canal qui n'est pas reconnu légalement. Tu as quelqu'un dans le pays à qui tu donnes de l'argent et qui donne l'équivalent de la même somme en Inde à quelqu'un que tu lui as désigné. Et donc, quand vous faites ce genre de transaction, ce n'est pas perçu par l'administration. Donc, il est fort à parier qu'en réalité, les sommes qui sont envoyées par les Indiens chez eux dépassent largement les 130 milliards de dollars et qu'on soit même peut-être proche des 200 milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Inde envoie autant d'argent chez elle? Parce qu'on parle souvent des envois d'argent des pays africains, mais j'ai voulu prendre l'Inde pour que vous réalisiez à quel point les envois d'argent des Africains ne sont pas si importants que ça, comparativement à un mastodonte comme l'Inde. En réalité, ce que l'on voit maintenant en termes d'argent de l'Inde chez eux est le résultat d'une politique du gouvernement indien, dans lequel la diaspora a été une priorité. Pourquoi? Parce que le gouvernement indien a compris très tôt qu'il ne pouvait pas se développer sans sa diaspora. Et l'Inde a donc décidé de créer un statut spécial pour sa diaspora afin de faciliter le retour et les transactions financières de celle-ci. Parce que l'Inde avait bien compris que la diaspora indienne peut impacter de deux manières, soit en envoyant de l'argent ou alors en rentrant elle-même sur place. Et pour faciliter donc ces deux choses, l'Inde a décidé de créer un statut spécial diaspora, de telle sorte que quand quelqu'un était de la diaspora indienne et qu'il rentrait en Inde, il avait un statut spécial dans plein d'éléments qui lui facilitaient la vie. Pourquoi? Parce que l'administration indienne, connaissant les exigences de la diaspora, savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser la diaspora arriver au pays et d'être confrontée à un certain nombre de problèmes qui allaient les repousser. À ce moment-là, la diaspora indienne a décidé, par exemple, de créer une police pour la diaspora, qui d'ailleurs s'est avérée être la police la plus efficace. Si quand tu arrivais en Inde, on te volait quelque chose, cette police-là se mettait en œuvre pour pouvoir te permettre de récupérer très rapidement ce que tu avais perdu. Et comme cela, il y a eu plein de mesures, que ce soit pour pouvoir lancer des business, des facilités fiscales, administratives, bref. Le gouvernement indien s'est mis en branle pour attirer sa diaspora. Résultat, beaucoup d'Indiens sont rentrés massivement en Inde depuis les États-Unis pour lancer des business. La première fois que je suis allé en Inde, c'était en 2019, c'était il y a 6 ans. J'avais été marqué à l'époque parce que j'avais discuté avec plusieurs Indiens qui étaient rentrés s'installer au pays. Et tous venaient des États-Unis. Ils avaient étudié aux États-Unis, ils avaient commencé leur carrière aux États-Unis et ils avaient décidé par la suite de rentrer s'installer en Inde. Beaucoup d'entre eux étaient rentrés en Inde. Et ceci, bien évidemment, a grandement profité à l'Inde. Quand on voit aujourd'hui que l'Inde avance aussi rapidement, c'est en grande partie grâce au cerveau qu'elle a su rapatrier chez elle. Domaines dans lesquels les pays africains sont extrêmement mauvais. Très peu de pays africains, malheureusement aujourd'hui, ont une véritable politique de rapatriement de diaspora chez eux. Très peu. Et ceci entraîne que la diaspora n'est condamnée quasiment qu'à renvoyer de l'argent pour de la subsistance. Alors oui, c'est vrai que les flux de la diaspora sont de plus en plus importants, mais ces flux-là, essentiellement, sont marginaux parce qu'ils ne correspondent qu'à de l'envoi pour de la subsistance, pour permettre à quelqu'un de pouvoir payer quelque chose à manger, pour permettre à quelqu'un de pouvoir aller à l'hôpital. C'est bien, mais ce n'est pas avec ça que la diaspora va avoir un impact massif. Il faut qu'il y ait une redirection de l'argent de la diaspora, qu'il y ait des investissements qui leur soient proposés, qu'il y ait une réelle logique qui permettra à la diaspora de pouvoir gagner de l'argent concrètement sur place. Et ça, aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est clairement pas dans les agendas de beaucoup de nos pays. J'entends certains présidents de la République dire qu'il faut que la diaspora vienne, il faut que la diaspora vienne. Mais la diaspora ne vient pas sur le coup de belles paroles. La diaspora vient parce qu'on a mis des dispositifs, des mécanismes en œuvre qui l'incitent à venir. Pourquoi elle viendrait? Parce qu'elle ne va peut-être pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années. Parce qu'elle ne va peut-être pas payer des douanes. Il faut qu'il y ait des éléments incitatifs qui donnent envie à quelqu'un de prendre son argent aux États-Unis et de le ramener au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il faut qu'il y ait des mesures claires, concrètes, qui font que l'argent qui a été durement gagné ailleurs soit ramené pour être investi au pays. Il faut qu'il y ait des garanties, qu'il y ait des facilités de crédit. Bref, il faut qu'il y ait un véritable environnement qui soit pensé. Si le continent africain procède à ces changements, je pense qu'on va avoir un retour massif. Parce que toutes les personnes avec lesquelles je discute en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis ne veulent pas vieillir ici. Elles veulent rentrer au pays, elles veulent avoir un impact au pays, mais elles ne veulent pas rentrer à n'importe quel prix. Elles veulent rentrer pour avoir du business, elles veulent rentrer pour impacter sur place. Mais beaucoup d'entre elles, en tout cas aujourd'hui, estiment qu'il y a beaucoup trop de freins
à leur retour au pays. Alors bien évidemment, pour certains d'entre eux, ces freins-là sont des choses qu'on peut lever. Pour certains d'entre eux, ces freins-là sont des blocages et pour d'autres, ce sont des prétextes. Mais bien évidemment, il faut du côté de nos pays qu'il y ait une réelle prise de conscience de tout ce que l'on perd à ne pas attirer notre diaspora. La diaspora africaine est partout et je l'ai constaté sur les États-Unis. Lors de ma formation que j'ai organisée ici dans le Maryland, j'avais des gens qui étaient dans la salle qui travaillaient à la NASA. À la NASA, les amis. J'avais des gens là-dedans qui, je dis, on a eu des parcours incroyables ici aux États-Unis, d'Africains, et qui, bien évidemment, veulent faire des choses dans leur pays, mais ne peuvent pas le faire. Parce que, bien évidemment, les conditions ne sont pas forcément toujours propices. Et mon point ici, c'est de dire qu'il faut absolument s'inspirer de la diaspora indienne. L'année dernière, ils ont envoyé pratiquement autour de 200 milliards de dollars. Alors peut-être que quand on parle de chiffres comme ça, vous ne réalisez pas ce que ça fait. 200 milliards de dollars, c'est le PIB. Le PIB, c'est la richesse produite par un pays. 200 milliards de dollars, c'est le PIB quasiment de tous les pays francophones mélangés. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Mali, Niger, Tchad, Gabon, j'en oublie même certainement d'autres, Togo, Bénin, tous ces pays mélangés-là, toute la richesse qu'ils produisent a du mal à dépasser rien que les envois de la diaspora indienne chez eux. Parce qu'un contexte a été pris. Et donc, la loi de Donald Trump consistant à vouloir imposer les envois va d'abord beaucoup toucher les Indiens. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'une telle loi va forcer certainement les gens à trouver des voies alternatives de plus en plus nombreuses pour ne pas avoir à payer la taxe. Parce qu'il y a déjà des réseaux qui existent, comme j'ai dit tout à l'heure, dans lesquels on donne de l'argent à quelqu'un ici aux États-Unis et il te donne l'équivalent en Inde ou au pays. Ça existe et on le sait. Quand tu es de la diaspora, on sait que ce genre de choses existent. Donc créer une taxe comme celle-là, est-ce qu'elle va réellement avoir de l'effet? On verra bien. Dans tous les cas, mon point ici, c'est de dire que nous perdons énormément de choses en méprisant notre diaspora. Nous perdons énormément de choses en n'impliquant pas davantage cette diaspora. Nous perdons énormément de choses en l'excluant de beaucoup de choses.